Bonjour à tous et merci de m'écouter. Nous sommes à la troisième partie de mon cours sur les fondamentaux du coaching. Donc je vais reprendre, résumer un petit peu la deuxième partie. Nous avons parlé de l'inspiration du coaching contemporain par la philosophie des Lumières, notamment la pensée de Descartes. Il y avait aussi la pensée de ses héritiers, Spinoza, Leibniz, qui ont construit voilà, toute une théorie de la philosophie portée sur la doctrine du salut, comment accéder à la vie bonne en agissant grâce à la puissance, l'étincelle divine qui est en chacun de nous. Et voilà, donc tout ça, c'est des héritiers pas très fidèles, hein, mais en tout cas, c'est assez proche du stoïcisme qui reprend le fait d'agir sur ce qui dépend de soi, c'est-à-dire toutes les actions que nous pouvons, dans nos comportements, faire afin d'avancer dans sa vie. Alors, le dénominateur commun de tout ça, c'est qu'il est bon de penser par soi-même, hein, de réfléchir sur notre représentation de la réalité. L'homme est invité à stimuler sa cognition, sa créativité, son adaptabilité. Et donc le coaching est ouvert et tolérant, il est non jugeant, il n'est pas affilié à une quelconque spiritualité, contrairement à ces philosophies encore attachées au divin, voilà, la philosophie du XVIIe, hors Kant au XVIIIe qui s'est détaché de Dieu. Le coach est un instrument mis à la disposition de son client qui est expert de lui-même. Le coach a une obligation de moyens, mais pas de résultats. Il ne donne pas de solution. Il l'encourage à réfléchir et à changer son point de vue sur ses propres croyances, s'il le souhaite. En tout cas, il travaille avec son bénéficiaire pour élaborer donc des pistes de réflexion, notamment lorsque ce dernier est confronté à des pensées automatiques et des croyances irréalistes et limitantes qui l'empêchent d'avancer dans sa vie. Donc le coaching accompagne à l'élargissement de la vision du monde. Il n'y a aucune influence dogmatique exercée sur les clients. Mais voilà, donc j'allais vous parler dans cette troisième partie du courant de pensée constructiviste qui stipule que la vérité n'existe pas en elle-même et qu'elle n'est forgée que du point de vue de celui qui l'observe. En gros, chacun construit son propre monde et la réalité est aussi, il y a autant de réalité que d'individus sur Terre. Donc on abandonne cette recherche de l'essence des choses, de l'objet en soi et on s'abandonne à l'objet pour soi. Alors je vais vous citer un philosophe du 17e, du 20e siècle, pardon, Husserl, père fondateur de la phénoménologie. Et donc les phénomènes, c'est justement nos perceptions, nos observations. Je vais vous donc citer ceci. Avant d'être l'instrument d'une connaissance, la conscience est donatrice de sens. Si le sens est ce par quoi un être s'oriente vers quelque chose ailleurs et à venir. Or, à la question du sens, aucun savoir positif ne peut répondre, précisément parce que le sens n'est pas donné, mais à construire, d'où le constructivisme. Donc, ce courant de pensée est né suite aux travaux du psychologue et biologiste Jean Piaget en 1945 qui a formulé l'hypothèse qui stipulait que la vision du monde d'un individu se construisait en fonction des interactions qu'il avait avec son monde, hein, le monde extérieur. Pour lui, un être humain grandit en fonction de ces interactions, de ces différentes périodes d'évolution. L'enfant, par exemple, hein, parce qu'il a beaucoup travaillé avec les enfants par l'observation, etc. L'enfant va intégrer le réel à partir de l'assimilation ou de l'accommodation qu'il en fabrique. Donc, c'est-à-dire qu'on part de l'expérience,
tout simplement pour construire sa vérité à soi. Donc tout ceci dépend de l'environnement dans lequel il se trouve. Piaget insiste sur le fait que nous construisons nos différentes connaissances par la manipulation de phénomènes empiriques, c'est-à-dire nos expériences. Ce mécanisme provoque la création ou la modification de principes d'action que l'individu assimile et répète comme un mode d'emploi face à divers contextes donnés. Donc il va apprendre selon ses expériences et il va assimiler ces apprentissages-là et puis après il va les répéter dans d'autres contextes au fur et à mesure de sa vie. Puis parfois, ces automatismes-là ne sont pas adaptés à des contextes et c'est là où le coach peut intervenir. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui est en difficulté professionnelle, relationnelle avec sa hiérarchie au travail ou son conjoint ou ses enfants, a l'habitude de faire toujours de la même chose parce qu'il a été construit comme ça. Et puis cette réponse-là, cette tentative de solution n'est plus viable. Et c'est à partir de ce principe que l'école de Palo Alto en Californie a été fondée afin de révolutionner la psychiatrie, la thérapie. Et donc on a créé la systémie. Alors il y a eu Bateson, un anthropologue, Václavic, psychologue. En tout cas, aux États-Unis, là au milieu du XXe siècle, la systémie s'est vraiment penchée sur les relations dans la communication. Donc cette nouvelle approche là des systèmes relationnels finalement stipule que la communication interpersonnelle est au centre du monde. Les chercheurs en systémie proposent une formalisation élaborée autour du primat de la relation sur l'individualité. Ce qui signifie que chaque individu n'a pas de problème, n'a pas de symptômes. Les symptômes ne sont que révélateurs de dysfonctionnement des relations qu'il entretient avec son environnement ou ses interlocuteurs. Donc on va externaliser le problème de l'individu, on va plutôt se pencher sur ses processus relationnels et c'est là qu'on va travailler, c'est sur la manière dont il formule des boucles interactionnelles, on appelle ça des boucles de rétroaction. Et donc le coach va l'inviter à changer ses comportements, par exemple par un recadrage à 180 degrés. Dans le même contexte, quand il tente une solution qui ne fonctionne pas, la solution est le problème. Donc le coach va l'inviter à faire l'inverse de ce qu'il fait d'habitude. Et après, on débriefe tout ça et on voit ce que ça a changé. Et voilà, on va plutôt travailler sur des prescriptions de tâches comportementales. Je vous rappelle que le coaching est une réflexion qui stimule l'activité rationnelle, cognitive, mais c'est avant tout un processus de comportemental avec des objectifs élaborés en action dans le registre comportemental. Donc pour continuer sur cette histoire là de systémie, cette école de Palo Alto, sachez qu'elle a été influencée par le psychiatre fondateur de l'hypnothérapie. Moi je peux vous en parler, j'adore ça, je suis praticienne en hypnose, donc le fameux Milton Erickson, les chercheurs du MRI, du Mental Research Institute, avec Virginia Satir, Jules Riskin, JLA et Václavic, Nardone et bien d'autres. On fait donc de nombreux travaux. Ils ont modélisé sur ce que faisait Erickson pendant ses consultations. Lui, il se penchait vraiment sur la relation entre le soignant-soigné finalement. Et au-delà de l'hypnose en elle-même, c'est-à-dire du changement, de la modification de l'état de conscience de la personne, Erickson était beaucoup plus intéressé par ce que le client, enfin le patient lui apportait, le contenu,
et il transformait ce contenu en métaphores. Les métaphores ericksoniennes sont très connues, c'est-à-dire en récits symboliques et analogiques qui permettaient à la personne d'entendre un message qui lui ouvrait sa perception des choses, sa vision du monde à d'autres possibilités de manière détournée. Alors, cette manière de ne pas dire directement, recadrer directement, attendez, vous pensez comme ça, êtes-vous sûr, comme on pourrait le faire en confrontation, êtes-vous sûr que c'est vraiment la meilleure façon de penser pour vous Là, c'était plus subtil, c'était une manière de contourner les résistances de l'inconscient, tout ce que l'inconscient fait pour garantir sa survie, se protéger à tous les automatismes dont je vous parlais. Et donc, ces récits métaphoriques pouvaient amener l'individu à avoir, on appelle ça un insight ou une expérience émotionnelle correctrice. L'émotion est différente de la rationalisation. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des barrières, des résistances, comme dirait Freud, conscientes, l'inconscient va admettre, accepter ce qu'il entend, le sens de la métaphore parce qu'il va être touché au niveau émotionnel. L'émotion va faire bouger la réflexion par des processus neurologiques et là la vision du monde va pouvoir changer de manière plus adaptée. C'est comme ça en tout cas que la thérapie et que les systémiciens se sont inspirés d'Erikson car ils utilisent beaucoup les métaphores pour parler des relations avec les personnes afin de motiver les personnes reçues, les clients, à passer à l'acte parce que, comme je vous le disais, la systémie, ce sont des tâches à réaliser, donc il faut passer à l'acte et expérimenter, puisque c'est par l'expérience qu'on construit le sens et la réalité. Il faut forcément agir dans le monde réel pour souhaiter obtenir un changement. Alors, je vais vous citer une dernière phrase de Václavic et Nardone tirée de Stratégie de la thérapie brève. Une patiente leur dit le problème c'était la façon dont je voyais la situation. Maintenant je la vois différemment. Il n'y a plus de problème. Voilà, encore une fois, le coaching c'est un changement de vision du monde. Et je vous laisse pour une quatrième partie, ou plutôt pour maintenant passer aux approches, parce qu'on a fini les fondamentaux du coaching. Et je vais vous expliquer les différentes approches de coaching.